Bien, donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais enchaîner dans le cadre de module de la didactique professionnelle des mathématiques. Alors, dans cette séance, plutôt dans cette séquence, je vais vous parler de trois concepts de la didactique professionnelle. Je vous rappelle qu'on est dans un premier temps en cible de parler, d'évoquer les notions générales. Et puis, dans cette séquence, je vais vous présenter, on va disserter, je vais mettre à votre réflexion la notion de conception. Et peut-être on va également un peu plus tard parler des conceptions, bien des représentations mentales, ça c'est autre chose. Et pour le deuxième concept, on va voir qu'est-ce que c'est que la dévolution, qu'est-ce qu'on entend par la dévolution. Et dans un troisième moment, on va également voir qu'est-ce que c'est que la zone proximale de développement. Et en dernier point pour cette séquence, on va voir qu'est-ce que c'est que la situation problème de manière générale. Et puis, dans une deuxième session, on va zoomer un peu plus sur les mathématiques, c'est-à-dire on va voir l'ensemble de ces notions et les notions qu'on a déjà dissertées sur des exemples qui touchent aux situations didactiques mathématiques. Alors, le premier concept, c'est la conception, bien les conceptions, bon, au pluriel. Alors, l'acquisition de connaissances n'est pas la simple mémorisation d'informations fournies par l'extérieur, c'est-à-dire fournies par le professeur ou bien le livre ou bien les médias. Ces informations sont filtrées et interprétées et mises en relation avec des connaissances préalables. Mais j'aimerais bien quand même souligner la différence entre connaissance et apprentissage parce qu'il me paraît ceci très important. Alors, à mon sens, et plutôt en général, l'apprentissage, c'est un ensemble d'activités de l'apprenant, mais c'est précisément les premières leçons ou bien les premiers essais. Alors que la conséquence, ou bien en fait les connaissances, sont les manières de penser. Donc, on peut bien situer les savoirs, hein, on peut parler des savoirs mathématiques dans un premier stade, et puis dans un deuxième stade, il y a les apprentissages, hein, et puis après un stade de confrontation de l'apprenant avec les apprentissages, on peut parler des connaissances. Donc les connaissances, en fait, ce sont des savoirs intériorisés ou bien avec une touche subjective, hein, avec une touche subjective du sujet. Alors, le sujet qui apprend ne photographie pas le monde, et ça c'est important, car il reconstruit sans cesse en construisant lui-même. Donc, il n'y a pas de copie conforme ni de prêt à penser. Donc, à partir de ce poste-là, donc l'enseignant devrait être conscient de ce stade. Ce n'est pas un prêt à penser, ce n'est même pas une copie conforme. Le savoir n'est pas transmissible passivement. Il est construit par l'élève à partir d'une expérience vécue dans son milieu. Et disons expérience vécue, ça veut dire que l'enseignant doit proposer une situation d'apprentissage. Donc, à partir de ce poste-là, c'est-à-dire que le sujet ne photographie pas le monde, il devrait y avoir un dispositif d'apprentissage qui permet vraiment à l'apprenant de consolider ses connaissances. Et donc, les situations auxquelles il est confronté sont source d'apprentissage. Donc, c'est pourquoi on s'intéresse à l'aspect didactique de la chose, parce que l'axe de l'apprentissage se fait par une confrontation. Donc, et je souligne le mot confrontation d'un apprenant avec une situation d'apprentissage. Et on va voir un peu plus tard qu'est-ce que c'est que ces situations d'apprentissage ou bien les situations didactiques, car ces situations permettent une confrontation de ces connaissances et avec l'exigence, avec les consignes de la situation. Donc, tel est donc ce que je peux vous dire sur cette notion des conceptions. Donc, il y a un point de départ, c'est que le sujet doit, en fait, les apprentissages ne satisfait pas un mode
de photographie, mais il devrait y avoir une situation hein, qui permet, après une confrontation avec un milieu, qui permet la construction des connaissances. Pour la deuxième notion, qui est la dévolution, alors on se donne une situation d'apprentissage. Alors, le rôle de l'enseignant, c'est qu'il doit veiller à ne pas donner la réponse en même temps qu'il pose la question. Ça n'a pas de sens parce que si vous donnez la question et vous passez directement à donner la réponse, il y a même c'est, des pratiques qui ne sont pas tout à fait correctes par l'enseignant, par exemple en disant à l'élève ces deux droites sont, en montrant par ses mains, qui sont parallèles. Donc, lors d'une situation d'apprentissage, l'enseignant doit veiller à ne pas donner la réponse en même temps qu'il pose la question, c'est naturel, mais de même qu'il ne doit pas laisser l'élève chercher seul son aide. Alors, la dévolution se situe dans cet entre-deux. L'enseignant doit rendre l'élève prédateur, entre parenthèses, qui se nourrit de proie, mais dans notre sens, c'est un prédateur de savoir à acquérir. Il lui permet également de prendre la responsabilité de l'apprentissage. Donc, entre ces deux stade où se situe la dévolution. Je vais quand même donner une autre définition de Brosseau qui définit la dévolution comme un acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité de la situation. Et en même temps, la situation d'apprentissage, bien évidemment, et en même temps, il accepte lui-même les conséquences de ce transfert. Donc voilà donc ce que je peux vous dire sur ce concept de la dévolution. Donc je récapitule. Alors lors d'une situation d'apprentissage, l'enseignant doit veiller à ne pas donner la réponse en même temps qu'il pose la question et de même qu'il ne doit pas laisser l'élève chercher lui seul. Donc entre ces deux-là se situe la dévolution. Donc oui, on devrait avoir de l'expérience, un enseignant expérimenté qui sait le moment opportun pour intervenir. Et ça, c'est très important. Donc, il faut attendre un moment particulier, un moment optimal pour passer ou bien pousser ou bien donner une indication à l'élève. Pour le troisième concept pour cette séquence, c'est la notion de zone proximale de développement. Alors, on a une définition de Vygotsky. Je rappelle, Vygotsky, c'est un pédagogue et psychologue soviétique connu par ses recherches en psychologie de développement et sa théorie culturelle de psychisme. Et la définition que donne Vygotsky de la zone proximale de développement est la suivante. Donc, je vais vous dire, c'est la distance entre le niveau de développement actuel, tel qu'on peut déterminer à travers la façon dont l'apprenant résout des problèmes, et le niveau de développement potentiel, tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'élève ou bien l'apprenant résout ses problèmes lorsqu'il est assisté par l'adulte, ou bien il collabore avec d'autres élèves. Alors, la zone proximale de développement, je vais la schématiser à partir de ce schéma que je vais partager avec vous. Le voilà. Alors, voilà, vous pouvez voir. Alors, la zone proximale de développement, c'est cette partie coloriée en jaune. Alors, elle se situe entre ce que l'apprenant peut faire tout seul, c'est une zone d'autonomie, et puis la zone de rupture, ce que l'apprenant ne peut pas faire de tout. Et regardez la zone proximale de développement, c'est ce que l'apprenant arrive à faire avec de l'aide. Donc, on parle didactique, on peut bien dire qu'il y a des situations didactiques et des situations adidactiques. Alors, les situations didactiques exigent à ce qu'il y a une contribution, une collaboration, une assistance
une médiation de la part de professeurs. Pour les situations adidactiques, c'est là où le professeur n'intervient pas et donc on ne peut pas parler d'une zone proximale de développement. Alors, on va lire qu'est-ce que c'est qu'une autre définition pour bien expliciter les choses. Alors, le médiateur, qui est l'enseignant, doit en effet situer son intervention dans la zone proximale de l'apprenant pour permettre à l'apprenant de dépasser ses compétences actuelles grâce à une activité conjointe avec le médiateur ou avec d'autres apprenants. Alors, ce que l'enfant est en mesure de faire aujourd'hui à l'aide des adultes, il pourra l'accomplir demain seul. La zone proximale de développement nous aide ainsi à connaître les pas futurs de l'enfant et la dynamique de son développement en prenant en considération non seulement les résultats déjà obtenus, mais aussi ceux en voie d'acquisition. Voilà donc ce qui est pour la zone proximale de développement. Vous allez peut-être me poser la question, mais comment je peux savoir en tant qu'enseignant? Alors, normalement, c'est par la pratique. On ne peut pas rester dans le cadre théorique de définition pour développer qu'est-ce que c'est qu'une zone proximale de développement ou bien une conception ou encore la dévolution, mais ce sont des concepts qu'il faut passer à l'action, donc il faut avoir qu'il faut passer à l'expérimentation et à l'action pour se situer, avoir de l'expérience. Et donc, après une année, 2 années et même 3 années de plus avec de la réflexion, on pourrait avoir un enseignant qui sait davantage ces concepts et les concrétise et puis travaille sur. Alors, pour ce dernier point pour cette séquence, je vais vous parler d'un mot-clé que vous avez déjà sûrement côtoyé dans les autres modules ou bien dans vos lectures. Il s'agit de la situation problème. Mais je rappelle qu'on est toujours dans le cadre des généralités, mais on va passer à zoomer encore un peu plus sur ces situations problèmes dans un cadre mathématique. Et c'est là où on va voir l'ensemble de la totalité des concepts qu'on a déjà abordés et encore d'autres concepts. Alors, la situation problème, qu'est-ce que c'est que la situation problème? Alors, il n'y a pas une définition exacte, donc chaque auteur, chaque chercheur en éducation, en didactique, nous donne une définition, mais c'est en général la même chose pour les conceptions et les concepts et les notions en pédagogie. Il y a toujours des repères, il y a toujours des points de convergence. Alors, en classe, l'enseignant élabore une situation en fonction d'un objectif d'apprentissage. Donc, on peut être certainement nombreux à partager l'idée que toute forme d'apprentissage ne passe pas sans une situation problème, sans une confrontation. Et donc, pour élaborer une situation, donc on doit penser d'abord à l'objectif de l'apprentissage. Par exemple, dans notre cadre mathématique, penser à, par exemple, comment montrer que deux droites sont parallèles, par exemple. Mais en dissimulant suffisamment cet objectif pour que l'élève ne puisse pas l'atteindre que par une adaptation personnelle à la situation. Et donc, c'est là où intervient la didactique, c'est-à-dire il faut veiller à avoir un dispositif qui va permettre à l'apprenant une certaine exploitation de ses connaissances pour arriver à l'objectif. Donc, il s'agit de situations didactiques construites autour d'un problème ou bien une problématique ou bien un outil ou bien un objet mathématique à résoudre pour devenir compétent. Par exemple, la résolution des trinomies de second degré avec la méthode du discriminant. Donc, enfin, on aimerait bien avoir comme capacité que l'élève doit arriver, en fin de compte, à résoudre une équation de second degré. Alors, une situation problème, ça pourrait être une activité dans le sens général que vous présentez à vos élèves. Vous pouvez une activité pour commencer le
leçon. Mais attention, c'est pas toujours comme ça. Hein, c'est pas toujours comme ça. Donc, en gros, au sens de Brosso, il y a ces situations qui sont imposées au départ, au début de l'apprentissage. Mais attention, on peut bien penser des situations, problèmes durant l'axe de l'apprentissage ou bien à la fin du processus de l'apprentissage. Alors, la situation problème satisfait à plusieurs conditions. Elle est nouvelle pour les élèves, possède un contexte pour l'inscrire dans la réalité et peut même être authentique, peut se baser sur un sujet d'actualité. Elle est nouvelle dans le sens à ce que c'est normal parce qu'on doit avoir des apprentissages nouvelles et donc fixer des objectifs qui sont nouveaux de l'apprentissage mathématique. Et donc, essayer d'avoir un contexte pour l'inscrire dans la réalité, c'est de préférence, c'est possible parce que pour nous en mathématiques, c'est pas toujours la même chose, mais on espère bien avoir un aspect réel de la chose pour donner un sens aux apprentissages. Elle doit donc être ouverte, à savoir qu'au départ, aucune solution n'est explicitée pour une situation problème, ce n'est pas une seule consigne ou bien une question qui est directe, qui admet une réponse par oui ou non, mais il doit y avoir un résultat après un certain nombre de consignes qui peuvent, par exemple, aller peu à peu, progressivement, à arriver à l'objectif final. Et donc, ces apprenants ont bien de construire une démarche par différentes étapes. Par ouvert, cela signifie que le problème n'a pas une solution unique. Oui, de préférence, n'a pas une solution unique, même c'est pas dans le cas général, mais on aimerait bien toucher à une culture mathématique après avoir fait cette confrontation avec la situation problème. De plus, le problème doit représenter un challenge atteignable par les apprenants, c'est-à-dire dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire il faut bien penser la situation que vous allez proposer et à l'installer dans la zone proximale de développement, le concept qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire l'élève se trouve dans les deux zones, soit la zone de rupture et la zone d'autonomie. Donc, la situation doit être située dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire entre ce que l'apprenant peut faire et ce que l'apprenant ne peut pas faire du tout. Et la situation problème se trouve dans ce que l'apprenant arrive à faire à l'aide des consignes évoquées par la situation problème. J'ajouterais aussi cette condition que les élèves n'ont pas au départ tous les moyens à répondre à la situation problème ou bien à la question proposée par la situation problème, mais ils doivent tout d'abord s'approprier le questionnement, c'est-à-dire la dévolution. Alors, s'approprier la dévolution, c'est-à-dire ils doivent avoir la responsabilité de résoudre les consignes relatives à cette situation, c'est-à-dire que l'apprenant doit prendre la responsabilité de travailler, de s'intégrer dans la situation, ou encore, je pourrais même dire un autre concept, qu'il doit y avoir le contrôle de la situation. C'est-à-dire, on ne devrait pas vraiment proposer un exercice de l'Olympiade ou bien un problème ouvert dans le sens à ce que la question elle est directe, mais on doit leur donner un petit contrôle de la situation pour qu'ils puissent s'intégrer et travailler. Alors, la situation didactique peut être choisie par l'enseignant de façon à ce que le problème révèle un conflit, le conflit cognitif, on a déjà parlé de ce concept de conflit socio-cognitif même, et que la résolution correspond donc au franchissement d'un obstacle. Enfin, l'activité n'est pas nécessairement individuelle, mais peut
reposer sur un travail de groupe pouvant faire apparaître des conflits socio-cognitifs. Et on a déjà vu dans le cadre de notre module MERA, la méthodologie de recherche-action, qu'on passe généralement pour la phase de l'action, la phase de l'expérimentation, à travailler en petits groupes pour en profiter de ce conflit socio-cognitif. Quelles sont les valeurs ajoutées par la situation problème? Alors, je peux citer quelques-unes pour finir cette séquence. Alors, c'est une plus grande culture. Donc, c'est de la culture dans le sens à ce qu'on peut voir l'aspect interdisciplinaire de la matière. Pour ce qui nous concerne, on peut parler des autres matières, que ce soit la chimie, la physique ou bien l'histoire, quelles relations les mathématiques ou bien quelles réponses pourraient les mathématiques donner à ces questions de ces disciplines. Et puis, ça nous permet d'avoir de nouveaux domaines de connaissances. Donc, c'est également une méthodologie réutilisable dans la vie active. Donc, la situation problème, soigneusement élaborée, soigneusement conçue et soigneusement aussi travaillée par les élèves, permet cette réutilisation dans d'autres domaines. Et ça, c'est très important dans d'autres domaines, mais aussi dans la vie active, la vie courante, parce que n'oubliez pas que un des objectifs de l'enseignement des mathématiques, c'est la prise de décision. La prise de décision. Quand on travaille avec l'élève sur le point de prendre une décision, de voir est-ce que la solution qu'il a trouvée, est-ce qu'elle est correcte ou pas. Quand il arrive lui-même à décider sur la véracité de sa solution, ça c'est un point très important parce qu'on peut bien avoir une situation dans la vie courante où l'apprenant ou l'élève, dans ce cas-là, doit décider lui-même et doit assumer la conséquence ou bien les conséquences de sa décision. Ça permet également d'avoir un esprit de groupe, c'est-à-dire l'échange, et vous savez que l'échange est très important, accepter l'autrui aussi, accepter l'autre, accepter autrui, ça aussi c'est important, cette culture de l'écoute, hein, on est dans un groupe et on peut tout naturellement avoir des idées qui sont divergentes, mais on peut, après un certain moment, avoir une conciliation ou bien une convergence. Et ça permet également de donner un peu plus de responsabilisation. Il permet également d'avoir une plus grande facilité de la résolution de problèmes. Et enfin, une compétence marquée par la recherche efficace de l'information. Donc, voilà ce que je vous ai proposé pour cette séquence. On a parlé des conceptions, de la dévolution, la zone proximale et la situation problème. Donc, c'est dans cette vidéo qu'on va finir, disons, les généralités concernant la didactique professionnelle. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour passer à une deuxième session. Là, on va parler des typologies des situations problèmes. C'est-à-dire, on va essayer de faire de présenter des types de situations problèmes, et ceci à partir de mes écrits. Je vais vous parler de la situation problème historique, la situation problème motivante, la situation problème étonnante, la situation problème à dimension algébrique, la situation problème dans d'autres dimensions que peut-être qu'on va discuter ça ensemble, mais on va voir que l'ensemble de ces concepts sont applicables. On va zoomer sur ces concepts plus précisément. Donc, d'ici la prochaine session, merci de votre attention. Merci de passer également à la plateforme de temps en temps pour voir ces nouveautés. Prenez soin de vous. Excellente journée et à bientôt.